Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Epoca pour cet atelier, ce moment d'échange sur un sujet passionnant, le handicap et la marque employeur. Je suis ravi de vous accueillir, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin dans un de nos studios pour un événement hybride, comme on dit, puisque nous avons du public ici dans un de nos deux studios, Studio Cube, et également des participants en digital. Je suis Alain Damon, je suis en charge au sein de l'agence Epoca des expertises marque employeur et RH, avec une équipe d'une vingtaine de consultants spécialistes de ces sujets. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de Christian Grappin. Christian, vous êtes directeur de Tremplin Handicap. Quelques mots peut-être sur Tremplin Handicap? Quelques mots, c'est toujours difficile pour moi, je préférais plusieurs mots. Mais Tremplin Handicap, c'est une association nationale d'intérêt général qui existe depuis 31 ans maintenant et qui œuvre à deux enjeux sociétaux, je crois que c'est aussi le sujet, deux enjeux sociétaux majeurs, tournés vers les jeunes en situation de handicap. Le premier, c'est leur permettre de réussir leur parcours scolaire. Et le deuxième, c'est à l'issue de celui-ci, de leur permettre évidemment de s'insérer professionnellement sur le monde du travail. Et on va évidemment reparler de ces sujets. Alors, nous vous proposons plusieurs temps sur ces moments d'échange. D'abord, assez rapidement, essayez de vous convaincre, si le besoin est encore là, que le handicap, la politique handicap, peut être un levier formidable de performance et de productivité et d'attractivité de la marque employeur. Ensuite, en deuxième temps, on passera au cœur du sujet. C'est quoi les bonnes pratiques? Comment on travaille sa politique handicap? Comment on travaille la formation, l'éducation des publics plus jeunes? On parlera aussi de communication. Comment on communique l'approche autour du handicap. En troisième temps, on parlera d'un sujet qui nous tient évidemment à cœur, le programme Tous en scène, 12e édition. 12e édition qui oui. va arriver. Et puis on gardera, j'espère, un tout petit peu de temps pour échanger avec le public si vous avez des questions. Alors avant de démarrer, je voudrais juste vous rappeler, vous donner quelques chiffres. Oui. Pour faire un peu un point de la situation du handicap en entreprise aujourd'hui. Alors, j'ai pas tout appris par cœur, donc c'est pour ça que j'ai mes notes. Quelques chiffres parmi d'autres. 10 millions de personnes en âge de travailler déclarent une maladie chronique ou un problème de santé durable et près de 4 millions considèrent avoir un handicap. Alors, c'est du déclaratif, mais 4 millions considèrent qu'ils ont un handicap. Pour info, plus de la moitié sont des femmes. Le taux de chômage sur cette population en situation de handicap, c'est 12%. Alors, ça progresse, enfin, ça régresse. Ça régresse. Moins 3%, je crois, depuis un an. Ça, c'est des chiffres de 2022. C'est bien, mais l'écart avec la moyenne nationale est évidemment fort. La moyenne nationale, c'est 7,4%. Donc, c'est dans le bon sens, mais on n'y est pas encore. Pour les BOE, donc les bénéficiaires de l'obligation emploi, juste un petit tour d'horizon de leur profil. Alors, ce sont d'abord plus des femmes, 54%, 34% en emploi partiel, en temps partiel, alors que la moyenne nationale, 2 fois moins, 17%, 50% plus de 50 ans et 10% sont des cadres versus 22%. 22%. Vous connaissez les chiffres par cœur, c'est bien. Alors, la loi handicap de 2005, vous la connaissez, qui impose 6% de la masse salariale sur le handicap. Selon les chiffres qu'on a, on n'y est pas non plus. Hein. Ça progresse, mais on est plus à 3,5. 3,5. Donc pour les entreprises privées. Pour les entreprises privées. Parce que le public est beaucoup plus en avance. Et puis, un autre chiffre qui est intéressant, c'est que 80% des handicaps ne sont pas visibles. On parle de troubles sensoriels, cognitifs, de maladies chroniques. Et ça, c'est un des sujets d'ailleurs, hein, c'est que ça ne se voit pas toujours. Alors, pour débuter, peut-être quelques éléments de contexte et d'enjeux et d'éclairage sur le lien entre handicap et la marque employeur. Pourquoi ça peut être un levier de performance très fort. Et on voit bien qu'il y a eu des changements et des accélérations depuis quelques années. Le premier élément peut-être, c'est de se situer au niveau de l'entreprise, de l'organisation, de la corporation. Alors il y a beaucoup de, vous en lisez parfois, beaucoup de bouquins qui sont faits sur la nouvelle entreprise, l'entreprise du 21e siècle. On voit bien qu'il y avait traditionnellement un écart entre le monde de l'entreprise et, j'allais dire, presque la vraie vie, la société, qui était peut-être acceptable parce qu'il y a quelques années, la vie professionnelle, la vie personnelle, voilà, c'était deux mondes différents. C'est plus le cas aujourd'hui, tout se mélange. Et il est de moins en moins acceptable d'avoir des décalages entre ce qu'on vit en entreprise et ce qu'on vit finalement tous les jours, entre la société, entre les gens, tout simplement, et l'entreprise. Donc les entreprises ont bougé, on le sait bien, ont été disruptées, changent leur business model, se transforment, repensent leur management, un management plus agile. Il y a des valeurs qui montrent l'entreprise humaine.
qui n'est pas si vieille que ça. Alors, il y a eu l'impulsion sans doute de pays anglo-saxons. La tech a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. On parle de la notion de bienveillance. Moi, dans ma génération, la notion de bienveillance en entreprise, franchement, ce n'était pas vraiment le cas. On était là pour bosser quand on commençait, pour apprendre. On voit bien que ces choses changent profondément. Et donc, l'entreprise aujourd'hui, pour avoir une forme d'alignement avec les attentes de la vie, tout simplement, les attentes des gens, pour avoir une forme de modernité, se doit d'aller traiter un certain nombre de sujets sur la façon de travailler, sur la façon d'être, sur la culture d'entreprise. Et c'est là qu'évidemment le handicap, mais au même titre que d'autres sujets, la diversité, l'inclusion, ont aujourd'hui une place indispensable. Alors évidemment, ça ne progresse pas assez, mais on sent bien que la corporation en elle-même doit changer pour s'aligner avec les attentes, et pas simplement les attentes de la nouvelle génération. Tout simplement la façon dont on est, la façon dont on vit. Si on va sur la dimension marque employeur, plus précisément, alors c'est une campagne, moi, que je montre souvent quand on anime des ateliers sur la marque employeur, c'est une campagne Burger King, vous avez peut-être vu, qui est assez marquante, alors qui date d'un certain nombre d'années déjà, mais qui dit très bien, ou qui traduit très bien ce changement de rapport de force. Entre le candidat et l'entreprise, on pourrait dire aussi entre le collaborateur et l'entreprise. On avait un rapport de force qui était au bénéfice de l'entreprise. C'était facile de recruter. Alors, c'était compliqué sur plein de profils pénuriques et en tension classique comme la tech ou les commerciaux, mais c'était relativement facile. Il suffisait d'avoir une démarche assez descendante en disant bon, très bien, je recrute. Ça suffisait. Aujourd'hui, évidemment, ça ne suffit plus. On le sait bien, on le voit bien, les tensions sont absolument incroyables. Et là, on parle vraiment d'une obligation pour les entreprises d'avoir une réputation employeur qui soit forte. Une réputation employeur qui soit forte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des preuves RH qui sont importantes, bien entendu, mais il s'agit d'être perçu comme un employeur responsable, intelligent, respectueux, moderne. Et c'est là que le sujet du handicap a toute sa place à jouer pour positionner l'entreprise comme une entreprise qui est à la hauteur des attentes. Ce qu'ont fait les entreprises depuis quelques années, c'est qu'elles se sont mis à écouter tout simplement les candidats. Elles se sont mis à dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Comment il faut leur parler? En rentrant beaucoup plus dans des logiques de séduction plus que des logiques d'information. Et quand on veut séduire, quand on lit les études, alors vous allez dire, alors je tutoie vous, mais vous allez dire un mot parce que aussi simple que ça. Peut-être que sur le handicap, justement, les jeunes, on ne met pas peut-être ça tout en haut de leurs préoccupations. On va en reparler dans une minute. Mais en tout cas, ils ont commencé à écouter et ils se sont dit, voilà, aujourd'hui, les candidats et les collaborateurs, ils ont besoin d'une entreprise responsable qui prend soin des gens et qui, en l'occurrence, alors c'est pas valable que sur le handicap, mais ça touche le handicap, est une société inclusive. J'ai demandé à ChatGPT. On est obligé maintenant de demander à ChatGPT tout le temps. Autrement, moi je n'ai rien demandé encore. Il faut. Oui, tu vas avoir la police. Mais j'en profite pour dire pour ceux qui sont intéressés que nous on se penche beaucoup sur les sujets de quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur la marque employeur. Donc on fait des ateliers d'ailleurs de ce domaine-là, mais quand évidemment vous posez la question à ChatGPT, on dit bien sûr l'inclusion et le handicap, ça fait partie des sujets qui vont contribuer à la réputation de la marque employeur. Il y a aussi deux autres éléments sans doute. Il y a l'élément du recrutement. Alors, il y a une campagne du ministère de la Solidarité que vous avez peut-être vu qui dit peu ou prou ce qui compte, c'est la compétence. Dans un moment où on a énormément de mal à recruter, les talents, il faut aller les chercher partout. Il faut aller les chercher dans la diversité, il faut aller les chercher aussi dans le handicap. Les personnes en situation de handicap ont autant de talents, si ce n'est plus, sur certains postes que d'autres. Et il y a cet effet quand même marché qui va jouer sans doute de façon positive. Alors, vous êtes d'accord. Jouer peut-être de façon... alors, si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Jouer de façon positive, peut-être, sur l'ouverture à une population plus large, parce que tout simplement, on n'arrive pas à recruter. Oui, alors j'aimerais être d'accord. Ouais. Voilà, j'aimerais être d'accord, mais hélas, on s'aperçoit que le handicap ne séduit pas. Vous avez utilisé le mot, il faut que les entreprises séduisent. Ne séduit pas et ne séduit pas même les jeunes. Alors la diversité séduit, les conditions de travail évidemment séduisent aussi, mais alors, le handicap non. C'est l'année dernière, il y a la commission consultative nationale des droits de l'homme, pas si facile à retenir, mais la commission consultative nationale des droits de l'homme qui a lancé une grande étude sur justement le regard que la société portait sur le handicap. Et chose surprenante, j'étais le premier surpris aussi, c'est que les jeunes moins de 35 ans, sont beaucoup plus nombreux, ils sont 35% à peu près, à
penser que les personnes handicapées ne sont pas aptes à travailler. Alors que sur leurs aînés, c'est que 7%. Et parmi ces jeunes de moins de 35 ans, dit la même étude, eh bien, ils sont à peu près 18% à ne pas vouloir travailler avec une personne handicapée. Donc là ça casse un peu justement ce que l'on pense de la jeunesse. Comme on dit, ça pique aussi un petit peu. Ça pique aussi, quand même. Donc on voit que le handicap n'est pas aujourd'hui considéré vraiment comme un élément porteur de la diversité. Mais si on retourne ça, on peut aussi se dire que c'est la mission de l'entreprise et de la marque employeur de faire changer aussi ces mentalités en parlant et peut-être en parlant mieux. En parlant mieux et en sachant, et on y reviendra tout à l'heure, en sachant aussi en parler assez tôt, parce que là, encore une fois, c'est les jeunes de moins de 35 ans, et quand on regarde les jeunes de 15 à 18 ans, les taux sont encore plus mauvais. Oui, donc ça, il faut commencer, ce que vous dites, c'est qu'il faut commencer plus tôt, et on reparlera un tout petit peu de ça. Juste, je voulais, alors c'est un petit effet de communication, mais on sent, nous, on travaille, nous, avec une quarantaine de clients chaque année sur les sujets de marque employeur, et on voit bien que les marques employeurs, dans leur discours, vont toucher à plein de choses, vont toucher, vous l'évoquiez, à la qualité de vie au travail, vont toucher à la rémunération, qui est quand même le premier critère de choix aujourd'hui des candidats, en tout cas des jeunes diplômés, vont toucher à la formation, vont toucher à la mobilité, et de plus en plus dans la RSE vont s'occuper du S. Et moi, je vois bien depuis quelques années que les sujets au sens large de diversité et inclusion, nous qu'on connaît bien, on fait le sommet de l'inclusion économique le 28 novembre, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Venez nombreux. Voilà. On voit bien que quand on regarde les discours marque employeur, quand on regarde les sites carrière, qui est un exercice qu'on fait très régulièrement, on se rend bien compte depuis quelques années que ces sujets-là, dont le handicap fait partie, montent quand même en termes de présence, en termes de hiérarchie. On voit bien que les entreprises, alors sans doute pas suffisamment bien, on y reviendra, poussent de plus en plus ça, et que ça devient un sujet d'histoire à raconter, de storytelling, de positionnement et de différenciation pour les marques employeurs. Et le sujet d'ailleurs de la différenciation est clé, c'est-à-dire comment... Il suffisait peut-être il y a quelques années de parler de diversité, d'inclusion, de handicap pour se dire, tiens, il y a une entreprise là qui est peut-être un peu nouvelle, qui a compris des choses. Aujourd'hui, je ne vois pas une seule marque qui n'en parle pas, alors pas suffisamment bien, et peut-être que c'est perdu quelque part, on y reviendra également, mais en tout cas, un des sujets sur la communication, c'est comment on arrive à mieux raconter son engagement, comment on arrive à sortir du déclaratif et être beaucoup plus dans la preuve, et comment on arrive à donner au handicap, au sein de la diversité et de l'inclusion, une place sans doute un tout petit peu plus forte, pour contribuer à changer un peu les mentalités. Alors, ça c'était peut-être une mise en bouche pour regarder ces enjeux-là et cette importance du sujet de la politique handicap au sein de la marque employeur. Maintenant, comment on fait alors? C'est quoi les bonnes pratiques pour avoir une politique handicap qui soit efficace, entraînante pour l'interne? Parce qu'évidemment, il y a un sujet interne, il y a un sujet de comment les collaborateurs se retrouvent, on crée de la fierté de l'appartenance, d'engagement, comment on crée une workplace qui soit plus riche, plus inclusive, plus variée, plus créative. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi, à votre avis, quels sont les exemples de bonnes pratiques sur la politique handicap? D'abord, les bonnes pratiques, c'est d'avoir des pratiques réelles et concrètes et de ne pas s'arrêter à la communication. Alors, la communication compte, mais ça suffit. Enfin, voilà. Mais il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que la communication peut avoir un effet justement de séduction, ce que j'appelle l'effet vitrine, mais il faut aussi que quand on rentre dans la boutique, on constate que ce qu'on nous a vendu est réel. Donc ça veut dire que dans les politiques handicap, c'est d'abord l'effet. Que faisons-nous pour maintenir dans l'emploi? Et c'est vrai que là, beaucoup d'entreprises sont engagées dans le maintien de l'emploi. Que faisons-nous pour le recrutement? Là, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Que faisons-nous aussi pour favoriser ce changement de regard en interne auprès des recruteurs, auprès des managers, auprès des collaborateurs, auprès des équipes de travail? Et que faisons-nous aussi pour changer le regard en externe? Ça, je crois que c'est vraiment important. Et tout ça, il y a la communication, il y a les discours, il y a les engagements. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui sont très engagées parce qu'elles ont signé le manifeste pour l'inclusion. Mais le manifeste pour l'inclusion, c'est 10 engagements et on s'aperçoit que c'est peut-être difficile de s'engager sur ces 10 points, mais que certains, en tout cas concernant le tremplin handicap, sont importants, entre autres ceux qui touchent
la jeunesse. Et je crois que, pour moi, une bonne politique handicap, c'est celle qui s'intéresse aux jeunes d'aujourd'hui, parce que demain, ce seront les collaborateurs. Oui, donc ils travaillent plus sur le long terme. Il faut travailler sur le long terme et pas sur le court terme, voire sur l'immédiateté. Est-ce que vous avez des exemples en tête d'entreprises qui sont bonnes élèves sur ce sujet-là et qui peut-être travaillent depuis des années là-dessus, parce que ça prend du temps de mettre tout ça en place? Ben oui, y a des entreprises qui, alors encore une fois, font beaucoup de choses sur le maintien de l'emploi, et ça c'est important quand même. Avoir une politique de maintien de l'emploi, montrer, toujours pareil, la preuve, montrer que si une collaboratrice, un collaborateur, à un moment donné, a des troubles de santé qui s'aggravent et qui vont jusqu'à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, même si j'aime pas trop cette expression-là, que l'entreprise fera tout pour maintenir le collaborateur et la collaboratrice dans l'entreprise. Ça, c'est quand même important. Mais c'est aussi des entreprises qui pensent au futur et qui, à travers leurs relations écoles, je crois que la marque employeur, vous l'avez dit, ça passe par les relations écoles, c'est aussi montrer que ces entreprises s'ouvrent à des jeunes qui sont en situation de handicap et que ces entreprises reconnaissent les talents de ce jeune. Donc ça veut dire aussi être capable d'accueillir en stage, d'accueillir la campagne de Burger King, d'accueillir en alternance. Il faut aussi penser à ces jeunes qui, aujourd'hui, sont quand même un peu des laissés-pour-compte, mais on pourra y revenir. Très bien. Parlons des jeunes, justement. Je vais vous laisser commenter ce slide parce qu'il est assez intéressant. Oui. Parlons d'éducation et de formation, justement. Oui, je crois que dans un pays qui prône l'inclusion, l'égalité, on voit qu'on en est quand même encore loin. Ça, c'est un petit comparatif sur l'ensemble des jeunes et par rapport aux jeunes en situation de handicap. Donc, quelques chiffres, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais quelques chiffres. Les deux premiers sont issus d'une étude que nous avons menée en 2022 avec l'IFOP, en étude miroir, jeunes et jeunes en situation de handicap. Donc, vous voyez, ça commence dès l'orientation. L'ensemble des jeunes en France, à 33%, considèrent que, oui, ils sont inquiets pour leur choix d'orientation. C'est un jeune en situation de handicap sur deux, c'est 50%. Si je prends le chiffre d'en dessous, c'est ce que les sociologues de l'éducation appellent l'auto-élimination. Je m'auto-élimine de formation. C'est 18% pour l'ensemble des jeunes et c'est plus de 30%, 34% pour les jeunes en situation de handicap. Nous, chez Tremplin, nous accompagnons 800-900 jeunes par an. Tous les jours, on est confronté à des jeunes qui renoncent, qui abandonnent, parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible. Si je continue encore, plus dans le champ de l'éducation, regardez la différence entre les jeunes, les lycéens en France qui sont dans les filières professionnelles, 27%, et les lycéens en situation de handicap qui sont dans les filières professionnelles, 64%. Alors généralement, quand je présente ce chiffre-là, on me dit « mais qu'est-ce que vous avez contre les filières professionnelles? Qu'est-ce que c'est que ce côté un peu élitiste ?» Je n'ai rien, au contraire. Il faut valoriser les filières professionnelles, mais il faut savoir qu'un jeune, qu'il soit en situation de handicap ou pas, quand il est dans une filière professionnelle, tous les ans, il doit trouver un stage. Trouver un stage, ce n'est pas si facile. Alors, trouver un stage quand on est en situation de handicap, c'est encore moins facile. Il y a un autre élément français, c'est que les jeunes qui sont diplômés de filières professionnelles continuent rarement leurs études dans l'enseignement supérieur, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Et même pour ceux qui continuent, on constate qu'une grande partie d'entre eux, au bout d'un an, ne font plus partie des études supérieures. Or, on sait très bien qu'en France, quand même, les entreprises, les métiers nécessitent de plus en plus de hautes qualifications. Alors, c'est peut-être excessif dans certains cas. Peut-être que les entreprises ont un peu une tendance inflationniste au niveau des qualifications. Regardez, maintenant, on en est même à demander des doubles diplômes. Alors, il faut être en même temps ingénieur, en même temps diplômé d'une école de commerce. Il faut en même temps avoir fait 6 mois à l'étranger. Enfin, et tout ça, ça disqualifie encore plus les jeunes en situation de handicap qui, pourtant, ont du potentiel, ont du talent, mais c'est vrai, tous ne peuvent pas faire un double cursus, tous ne peuvent pas aller 6 mois à l'étranger, donc ça joue énormément. La différence aussi au niveau des études supérieures, eh bien, vous avez les chiffres sous les yeux. En France, l'ensemble des jeunes scolarisés sont à 19% dans les études supérieures. Pour l'ensemble des jeunes en situation de handicap scolarisés, ils ne sont que
9%. Alors là aussi, je crois qu'il y a des établissements d'enseignement supérieur qui sont parmi nous ou qui sont en direct. Ils font des efforts. Alors, il faut dire que la loi de 2005 les a aussi fortement encouragés. Mais voyez, on voit bien dans le système français, la loi d'obligation d'emploi, c'est 1987. Les 6%, c'est 1987. Et le législateur a attendu 2005 pour dire « Ah oui, c'est vrai, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. » Vous voyez un peu l'écart ? On pense emploi, et c'est très bien, c'est important. Mais il faut aussi penser formation, parce que, on le sait très bien en France, sans qualification, pas d'emploi. Donc ça joue énormément. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'emploi, les derniers chiffres que l'on a, c'est 2020. Ben, vous voyez, en 2020, l'écart entre le taux de chômage des jeunes, 19%, et le taux de chômage des jeunes en situation de handicap, 30%. Alors d'ailleurs, sur ce dernier point, je vous invite à un petit exercice que vous pourrez faire après, avec votre téléphone. Vous cherchez taux de chômage des personnes handicapées, vous le trouverez. Vous cherchez taux de chômage des jeunes, vous le trouverez. Vous cherchez taux de chômage des jeunes de quartiers prioritaires de la ville, vous le trouverez. Vous tapez taux de chômage des jeunes handicapés, vous ne le trouverez pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une population qui est complètement invisible. Et j'ai même interrogé des sociologues de l'éducation, on n'en parle jamais. Donc, moi je dis... Pourquoi on n'en parle jamais ? Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce qu'en gros, il y a quoi ? Il y a un peu plus de 400 000 jeunes en situation de handicap scolarisés en France. Je parle dans l'éducation nationale, il y a à peu près, ils sont 41 000 ou 42 000 dans l'étude supérieure. Qu'est-ce que c'est par rapport aux 6,6 millions de jeunes en primaire, 5 millions en secondaire, il y a combien d'étudiants 2,5 millions à peu près. Donc, une goutte d'eau, on n'en parle pas, ils sont invisibles. Et donc, pour moi, eh bien, puisqu'on en revient à la marque employeur, on revient au S de RSE, le gros challenge, c'est de mettre dans son scope les jeunes aussi en situation de handicap. Alors, vous le disiez, la communication, évidemment, ne peut pas tout faire, mais parlons-en néanmoins, Oui. parce que le sentiment qu'on a quand même, c'est que la façon de parler du handicap en communication marque employeur ou RH n'est pas encore nécessairement là où elle devrait être, avec plusieurs défauts, worst practice, comme on dit, c'est l'inverse de best practice. Le premier défaut que moi je constate, c'est l'effet je coche la case. Oui. Et donc, je vais avoir, prenons un site carrière, je vais avoir ma politique de diversité et d'inclusion, et puis je vais avoir ici un petit laïus sur le handicap. On sent bien que là, le sujet, c'était juste dire, j'ai lu c'est important, ça doit être dedans, je vais le mettre. Est-ce que ça fait à la fois un travail suffisant sur la réputation employeur dans son ensemble ? Sans doute pas. Est-ce que ça fait un travail de changement des mentalités et des perceptions ? Sûrement pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième défaut, peut-être, c'est une dimension parfois assez statique. C'est un problème de la marque employeur en général. C'est-à-dire que globalement, on a un discours marque employeur qu'on a travaillé en interrogeant des collaborateurs, des candidats, et puis on le dit. Et puis, il n'y a pas beaucoup de budget, de toute façon. Donc, toujours, ça reste un peu toujours pareil. Les sites carrières sont quand même assez... c'est un peu mort quand même, pardon de l'expression, mais il ne se passe pas grand-chose, alors qu'une marque employeur devrait vivre, devrait être tout le temps en mouvement. Alors, quand on est sur une semaine européenne du handicap, quand on est sur un certain nombre de choses, bien sûr, on parle de ça. Quand on signe un partenariat associatif, par exemple, les entreprises vont en parler. Mais on a le sentiment que sur la diversité et l'inclusion sur le handicap, il faut plus régulièrement renouveler les discours, montrer que ça bouge, trouver d'autres façons en communication de le mettre en avant. Et puisqu'on parle de mouvement ou d'effet d'annonce, il y a les JO l'année prochaine, Oui. les JO paralympiques notamment. Là, peut-être que c'est aussi un contexte plutôt positif pour se dire ça risque aussi de faire bouger quand même l'attention, la visibilité du sujet et l'opportunité peut-être pour un certain nombre de marques de se dire, alors partenaires ou pas des JO, de se dire c'est peut-être le moment, à ce moment-là, de parler un peu plus de la politique handicap. Donc peut-être un effet d'opportunité là. De toute façon, il faut en parler. Il faut en parler sur ces sites de recrutement, il faut en parler en interne. Alors, c'est vrai aussi
pour les entreprises, il y a une grosse difficulté, c'est de faire vivre le message et les actions dans le temps. C'est, il faut le reconnaître, il y a un côté un peu épuisant, c'est-à-dire que quand au sein d'une entreprise, on a mis en place des actions, on ne peut pas dire, bon, ça y est, là c'est bon, on a coché la case, les gens ont compris. Non, non, ça c'est pas possible. Vous avez une équipe, vous avez un manager qui est ouvert à l'accueil de collaboratrices et de collaborateurs en situation de handicap, super, et puis le manager va changer. Ben, vous ne pouvez pas dire, ben, ok, ben, c'est bon, l'équipe, non. Parce qu'un nouveau manager, il faut recommencer. Donc l'entreprise se heurte quand même à beaucoup de difficultés et ben, c'est vrai qu'il faut à chaque fois remettre l'œuvre sur le métier. Alors, il y a la SEPH. Alors moi, je trouve ça... évidemment, on peut toujours critiquer, mais déjà, moi, je dis, ben, c'est la chance. Hein. La femme, c'est la journée de la femme. Les personnes handicapées, c'est la semaine. Donc, hein, quand même... il faudrait peut-être faire la même chose pour les femmes. Il faudrait que ce soit toute l'année, évidemment. Mais ce que je constate, c'est que pendant la SEPH, il y a une très belle émulation, il y a de l'énergie, il y a de la mobilisation dans les entreprises. Donc, on voit qu'il y a de quoi avancer. Mais la question, c'est faire durer ça tout au long de l'année. Il y a aussi un sujet de raconter en faisant ce qu'on appelle du branded content ou du storytelling de façon un peu plus sexy, hein, pour le dire avec des mots simples, le sujet du handicap. Alors quelques éléments qu'on a pu voir nous sur un certain nombre d'entreprises, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, avoir un onglet dédié par exemple sur un site, avoir un visuel, avoir un code, avoir un territoire versus les 5 lignes qui sont parfois écrites, ça peut être intéressant. Accenture, que vous connaissez bien sûr, très bien, grand partenaire de Tremplin, de Tremplin, qui va un peu plus loin, rejoindre un groupe handi accueillant. Alors c'est de la com, mais on sent qu'il y a un effort quand même de branding, comme on dit, pour se dire, voilà, on n'est pas juste en train d'agir sur ce domaine-là, mais on l'a travaillé, on l'a réfléchi, on essaie de donner envie par rapport à ça. Et je voudrais vous montrer Bureau Veritas. Bureau Veritas, que vous connaissez bien également, une façon de raconter l'implication de l'entreprise sur ce sujet-là, assez créative, assez intéressante. Et pour moi, ça fait partie des bonnes pratiques en communication sur le handicap. Si on peut lancer en régie la vidéo. Alors, il est intéressant, me semble-t-il, cette vidéo, ce film à plusieurs égards. Déjà, il existe. Et des films comme ça, on n'en voit pas nécessairement tout le temps, versus des messages écrits, par exemple. Il est embarquant. Il montre que l'entreprise, Bureau Veritas en l'occurrence, travaille ces sujets depuis un certain temps. Hein. Oui. Ce qui est le cas. Oui. Donc on sent bien qu'il y a quand même une démarche. Faire de la communication, si on est au tout début d'une démarche un peu sérieuse sur la politique handicap, c'est peut-être pas nécessairement conseillé. Là, c'est l'aboutissement d'années de travail. Il y a différentes initiatives qui sont mentionnées d'ailleurs. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que
on voit bien que, et c'est mentionné à un moment, qu'il y a une pluralité de leviers et de médias qui sont utilisés. Ils parlent de podcasts, ils parlent d'événements. On voit bien qu'on on porte la bonne parole et on parle de l'implication de l'entreprise dans ce domaine en utilisant des leviers de communication qui dépassent simplement cette vidéo. Donc ça, ça me semble assez intéressant de montrer comment on peut finalement faire un film marque employeur. Hein. Ça ne se qualifie pas de film institutionnel marque employeur, mais dans les faits, je trouve un film comme ça plus efficace, même si ça traite du sujet du handicap, mais finalement, on parle de réputation de marque employeur, ça fait un travail assez fort quand même, hein, de réputation marque employeur, en s'appuyant sur le handicap. Mais ça rejaillit de façon positive sur l'image de l'entreprise en général. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, Oui. d'avoir ce Moi, genre je trouve de que démarche. c'est l'intérêt, justement, de s'engager à travers différentes actions, à travers différentes communications sur le handicap, parce que ça montre l'ouverture de l'entreprise à la diversité. Et moi, je dis toujours, ce qu'une entreprise, ou un État d'ailleurs, ou une école, fait pour le handicap, ça sert à tous. Hein, je prendrai l'exemple classique là, de ce petit objet, la télécommande. Bah, à l'origine, la télécommande, c'est fait pour une personne tétraplégique. Aujourd'hui, qui se passe de télécommande? Le SMS, à l'origine, c'est fait aussi pour des personnes sourdes. On voit des innovations. On Donc, peut parler de L'Oréal, par exemple, qui a fait un rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres oui. pour les personnes en Donc, situation de handicap. quand on fait quelque chose pour le handicap, on le fait pour tous. Ça, c'est vraiment important. Et quand on fait un film sur le handicap, bah, ça donne une autre image de l'entreprise et surtout son ouverture. Autre exemple d'une campagne Apicil pour le groupe qui dit aussi que on peut être créatif, essayer d'être impactant quand on traite de ce sujet-là. Et ça, c'est valable pour la marque employeur en général, hein, qui a un peu tendance à être un peu plan-plan dans ses discours et qui aurait beaucoup à gagner à être un peu plus poil à gratter parfois pour essayer de sortir du lot, parce que c'est beaucoup d'entreprises communiquent et il faut se différencier. Et là, voilà, il y a une façon de le traiter en disant on est hyper inclusif sur le handicap, mais au-delà. Moi, je crois beaucoup à des discours comme ça qui vont servir aussi, au-delà du sujet du handicap, à positionner l'entreprise de façon un peu plus moderne, un peu plus attractive, dans un langage et dans des codes un peu plus publicitaires. Puisqu'on parle de communication, ça nous fait une très belle transition sur Tous en scène. Ah oui, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Vous allez nous raconter. Certains d'entre vous, bien sûr, connaissent bien ce programme-là. Je vous propose de lancer la vidéo en régie et ensuite on en parle. Tous en scène a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de solliciter des étudiantes et des étudiants pour faire un film de 2 à 3 minutes sur le handicap. Objectif, changer le regard sur le handicap. Le deuxième objectif, c'est de montrer aussi que handicap et études supérieures, c'est possible. Et la conséquence directe de permettre à des jeunes en situation de handicap de réussir leur parcours d'études, c'est de leur ouvrir les opportunités, ensuite de trouver un emploi. Tous en scène, c'était le parfait moment pour pouvoir dire que en fait, la place du handicap, c'est aussi à nous de la faire. C'est une fierté pour notre groupe de représenter la cause, celle d'une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit dans les établissements d'enseignement supérieur ou bien dans les entreprises. Et c'est par des actions comme ça que ça passe. On n'est pas encore assez informé sur le handicap, et notamment au niveau des entreprises et du travail. Et c'est super important de mettre ça en avant pour que tout le monde puisse être inclus. Je trouve que c'est une super initiative, le fait de créer des films et des histoires autour du handicap. Et à la fois, le contexte dans lequel c'est proposé, le fait que ça soit proposé à des étudiants qui ont un regard peut-être dépoussiéré par rapport aux institutions, tout ça, et qui peuvent être des vrais transmetteurs de messages. Donc bravo. Bravo. C'est la 11e édition de ce concours Tous en scène. On voit aussi petit à petit, à travers les éditions Tous en scène, que les écoles en font un vrai projet pédagogique. Et donc, c'est un superbe outil de sensibilisation. Et c'est aussi ça que les entreprises partenaires soutiennent avec leur relation école. Et dire, regardez, nous, on s'empare du sujet du handicap. Deuxième axe, c'est sensibiliser les collaborateurs et les collaboratrices en leur faisant, entre autres, voir
tous les films pour qu'ils puissent voter. Et ça aussi, ça marche. Je trouve que c'est important que les entreprises s'engagent parce que ça va vraiment les mobiliser et les solliciter au niveau des différents handicaps qui peuvent exister. Et donc ça va les aider peut-être à recruter plus de monde en situation de handicap. Ça crédibilise aussi les actions, d'avoir des grosses ou des petites entreprises qui donnent un coup de main, surtout pour des causes comme celle-ci qui sont des causes qui touchent quand même une grosse partie de la population. C'est très important que les entreprises prennent à bras le corps ce combat-là, puisque ce sont celles qui vont pouvoir faire au maximum bouger les choses. Gagné le prix Vie étudiante. On a pu le voir sur le grand écran, c'est incroyable. On y a mis du cœur et de l'amour, donc la victoire est encore plus belle. On est honoré de recevoir un prix parce que ça veut dire que le public et le jury ont été sensibles à ce qu'on a voulu retranscrire et à notre message. On est content d'avoir parlé de ce sujet qui est assez tabou. Merci beaucoup, on réitérera ça l'année prochaine. Longue vie encore à Tous en scène et longue vie aussi aux étudiantes et aux étudiants qui font de Tous en scène la réussite. Ce concours est important car les formats vidéo, les films, sont en fait des choses qui restent. Ils donnent de la visibilité à tous les handicaps. Ils permettent de construire une société mieux sensibilisée et plus accueillante. Et c'est ce vers quoi nous voulons aller. Donc merci et un grand bravo à tous. C'était la 11e édition, la 12e Oui. arrive. Redites-nous en quelques mots, Tous en scène, comment ça fonctionne, quel est le principe? On l'a vu ici, Alors, mais peut-être pour bien caler les choses. Alors d'abord, quels sont les enjeux? Ouais. Moi, j'ai créé Tous en scène en 2012 pour les 20 ans de l'association Tremplin Handicap. Et je voulais porter ce message à un niveau national. Quel est ce message? C'est d'abord d'inciter les jeunes, collégiens et lycéens qui sont en situation de handicap à prolonger leurs études dans l'enseignement supérieur. Mais pour ça, il fallait aussi donner la parole aux établissements pour montrer que leur campus ou leur cursus était ouvert à ces jeunes, ou les inciter d'ailleurs à ouvrir davantage leur cursus ou leur campus à ces jeunes. Et troisièmement, c'était dire toujours à ces jeunes, si vous arrivez à acquérir des niveaux de qualification, regardez, il y a des entreprises qui vous ouvrent leurs portes parce que recherchent des talents et si vous êtes en situation de handicap, peu importe, vous êtes un talent qui intéressait l'entreprise. Donc il y avait ce triptyque-là et je voulais passer ce message au niveau national. OK, mais comment faire? Et donc l'idée que j'ai eue, c'est de dire, donnons la parole aux étudiantes et aux étudiants qui sont justement dans les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Tous en scène, c'est très inclusif. Si l'étudiant n'est pas en situation de handicap, ce n'est pas grave, il peut quand même participer à Tous en scène. Vous voyez, on est très ouvert à la diversité, nous aussi, chez Tremplin Handicap. Donc l'idée, c'était que les étudiants fassent un film de 2 à 3 minutes sur le handicap. Alors, on les aide, on leur donne des angles. Il y a 7 catégories. Alors, évidemment, ce n'est pas des catégories de handicap. Il y a art et essai. Alors ça, c'est ceux qui veulent faire un film un peu esthétique, à message, poétique. Il y a humour. Je ne vous traduis pas, il y a innovation technologique, il y a sport, il y a vie étudiante, vie professionnelle, vie quotidienne. Donc, ils font un film, ils choisissent leur catégorie et ils nous le déposent. Et à travers ces films, ensuite, on les met sur le fameux site tousenseine.fr, qui est lui accessible à toutes et à tous. Et donc là commence la grande campagne de communication pour que tout à chacun, les collaborateurs des entreprises partenaires, évidemment, pour lesquels on dédie 10 ou 15 films, les collaborateurs des entreprises partenaires, les centres de formation, il y en a ici, se mobilisent aussi, mobilisent leurs étudiants, et puis même après, se mobilisent pour aller voter. Et puis, l'objectif, c'est que ces vidéos soient vues par le plus grand nombre, et dans ces plus grands nombres, il y a forcément
des jeunes qui sont collégiens, lycéens, il y a forcément, on n'en a pas parlé, mais il y a forcément des parents qui sont parents d'enfants en situation de handicap. Et entre autres, dans les entreprises, il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui sont parents d'enfants en situation de handicap. Donc c'est aussi important vis-à-vis d'elles et d'eux de dire, regardez, on pense à vos enfants et on se mobilise pour la réussite de leur parcours, d'abord scolaire, puis professionnel. Et puis après, il y a une grande cérémonie. Alors, c'est les images que vous avez vues. Hein. On a un super partenaire qui est UGC. Donc, la cérémonie se passe dans un grand complexe de l'UGC, dans le 19e. Et là, eh bien, de nouveau, les entreprises sont mises en avant, les étudiants aussi. Et c'est un grand moment festif, convivial, très sympathique. Et ça aussi... c'est vrai pour Tremplin Handicap, mais c'est vrai aussi, ça se retrouve dans Tous en scène. Nous, on veut parler du handicap de façon conviviale, sympathique. C'est pas la misère. Alors, je reviens justement à l'enquête de la Commission consultative nationale des droits de l'homme. Eh bien, à travers cette enquête, 64% des personnes interrogées pensent que handicap rime avec souffrance, et pensent que la vie d'une personne handicapée, ouais, bah quand même, c'est pas très drôle. C'est sûr que ça n'encourage pas à travailler avec eux. Quelques mots sur l'édition qui arrive, qui va arriver. Mais oui, ça y est, oui. Tout est ouvert. Hein, alors, tout est ouvert et évidemment... puisque ici, à distance, nous avons des employeurs, parce que c'est ouvert à tous les employeurs, pas qu'en entreprise privée. Je vous rappelle qu'on a quand même deux beaux employeurs publics aujourd'hui. On a le ministère des Armées qui renouvelle pour la 4e fois. On va avoir l'Opéra national de Paris. Donc, vous voyez, aussi un très bel employeur public. On a plein d'entreprises privées. Donc, d'abord... employeur, si vous voulez, vous aussi, vous engager sous cet angle plutôt original, qui, Nicole Ferroni le disait, qui dépoussière la façon dont on parle du handicap, bienvenue, évidemment. Il y a aussi, ici et à distance, des centres de formation. Oui, notre ambition par rapport à vos étudiantes et vos étudiants, c'est que Tous en scène soit l'action de sensibilisation qui va mobiliser vos étudiants et vos étudiantes sur ce sujet-là. On a entendu le best-of, les étudiantes et les étudiants qui témoignent, ils témoignent à chaud, hein, ils ne sont pas prévenus qu'ils vont être interviewés, on interviewe les lauréats. Vous avez entendu la maturité de leurs propos, la réalité aussi du sujet. Et puis la qualité aussi des vidéos qui est incroyable. La qualité des films, je vous invite vraiment toutes et tous à aller sur le site tousenseine.fr, à découvrir les films lauréats. Ils sont merveilleux et tout le travail est fait complètement par... On ne les aide pas du tout. Hein. Et à la rigueur, heureusement, parce que ce serait peut-être moins réussi. Donc, ils se débrouillent et ils se débrouillent très très bien. Allez voir leurs films. En exclusivité, l'affiche de... Ah ça y est, on la montre ? On la montre, ouais. Oh, c'est dingue. Ouais. Ouais, c'est bon quand même. Ouais, on a décidé hier, hein, c'est ça, ouais, avant-hier. C'est les votes. Hein. Ouais, on a fait voter comme chaque année, hein, quasiment. Donc voilà, en exclusivité à l'édition. Je rajoute, puisqu'on parlait de communication, bien entendu, que au-delà de la participation, il y a un accompagnement pour faire en sorte que le rayonnement de l'implication des partenaires Tous en scène soit le plus fort possible. Sur l'externe, mais aussi sur l'interne, parce que c'est une formidable façon, on parlait de mobiliser, c'est une formidable façon de mobiliser les collaborateurs autour de ça. Oui, il y a vraiment Tous en scène, c'est pour tous une mobilisation, je parle des employeurs, une mobilisation externe vis-à-vis justement des relations écoles, hein, mobiliser les établissements auprès desquels ils recrutent et leur dire, nous, si vous avez des étudiantes et des étudiants en situation de handicap, eh bien, on va les recruter comme les autres, puisqu'ils sont dans vos écoles. Et puis, c'est aussi mobiliser en interne les collaborateurs et les collaboratrices sur ce sujet, en les mobilisant aussi, parce qu'on passe par les collaborateurs et les collaboratrices, pour aussi mobiliser les jeunes, parce que dans les familles, il y a des jeunes qui sont en études supérieures, donc ils s'embarquent. Et ce qui est merveilleux dans Tous en scène, c'est le côté viral. C'est-à-dire que quand vous avez un jeune ou deux jeunes qui font une équipe pour faire un film, ils en parlent autour d'eux.
on voit des choses fantastiques, des Ils jeunes deviennent, deviennent des ambassadeurs du Ils deviennent sujet. des ambassadeurs. Et donc voilà, l'affiche, tous les ans, on a un concours d'affiches, alors avec des références cinématographiques. Là, cette année, on a fait un peu un hors-série. Le sport, le handisport, 2 affiches. Et c'est cette affiche qui a remporté les suffrages, parce que nous, on ne choisit pas. Donc voilà l'affiche et voilà l'identité visuelle qui sera déclinée sur toute l'édition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous la trouvez comment, vous, cette affiche? C'est sympa, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez pas voté pour? Ah d'accord. Ah oui, mais la deuxième était pas mal non plus. Non, la deuxième était pas mal non plus. C'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, donc superbe opération, 12e édition à venir. Donc rejoignez-nous, que vous soyez employeur, que vous soyez centre de formation, établissement d'enseignement supérieur, rejoignez-nous. L'enjeu est toujours d'actualité, vous avez vu les chiffres, jeunes, en général jeunes en situation de handicap, et je crois que pour l'entreprise aussi, voilà, c'est une belle façon de mettre en avant sa marque employeur, ses relations écoles et sa mobilisation collaborateur. Eh bien, merci infiniment à vous tous d'être venus ou d'avoir assisté à cet atelier, à ce moment d'échange. À très bientôt pour d'autres ateliers. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi. Mais oui, à distance. Voilà, à distance, en présentiel, tout le monde. Alors, on est content que tout le monde soit là. Ouais, merci à tous, bonne journée. Merci. Merci.